Au bord des marais, là où la brume s'invite même les jours de soleil, se tenait un village qu'on aurait pu croire ordinaire. Des façades à colombages, des toits moussus, une place avec un tilleul très vieux qui inclinait ses branches comme une grand-mère ses épaules. Pourtant, quelque chose clochait. Au début, les habitants perdaient des broutilles, un prénom sur le bout de la langue, le pas d'une danse d'enfance, la suite d'une comptine. Puis, sans bruit, l'oubli se fit plus large. On n'oubliait plus seulement un détail, on laissait tomber des pans entiers de soi, comme on lâche des objets trop lourds au bord du chemin. Iris travaillait à la boutique de reliure, près du tilleul. Elle avait appris le métier de sa mère, nettoyer les pages, recoudre les cahiers, choisir une couverture où la main se plaisait à glisser. Elle aimait l'odeur chaude des colles, la patience des fils tendus, le moment où un livre se referme, nouveau et fidèle à la fois. Relier, c'était rassembler ce qui risquait de se disperser. Dans ce village, cela avait un sens particulier. Depuis quelques semaines, Iris voyait revenir des clients déconcertés, un cahier dont la dernière page s'était volatilisée, un album où une photographie avait blanchi d'un coup, un registre municipal avec une colonne entière devenue illisible, comme si les lettres s'étaient décrochées en pleine nuit. On plaisantait pour ne pas s'inquiéter. Le papier boit l'air du marais, disait l'un. Les souris apprennent à lire, répondait l'autre. Mais un matin, Iris tourna la clé de sa boutique avec une crispation au ventre. Dans ses propres carnets, des vides s'étaient ouverts. C'était d'abord une chanson. Elle se souvenait des 2 premiers vers, et après, plus rien. Le vide, net, propre, comme si quelqu'un avait tiré un fil. Puis une image, la figure d'une petite fille, sur une berge, un été, des sandales mouillées. La scène tenait debout, avec l'odeur des joncs, la lumière sur l'eau, mais pas le visage. Iris savait qu'elle connaissait cet enfant. Elle savait même comment elle riait. Impossible de former sa bouche, ses yeux, le grain de sa peau. L'image se refusait. Le soir, elle monta sur la mezzanine de la boutique, où elle gardait ses carnets personnels, reliés d'une toile bleue. Elle espérait y trouver un indice, une date, un nom. Elle tourna les pages lentement. Ses phrases étaient là, ses croquis, ses pensées du matin, puis un trou, comme un drap arraché. La ligne s'arrêtait au milieu d'un mot. Page suivante, un paragraphe commençait par « après », sans qu'on sache après quoi. Iris sentit le monde basculer d'un millimètre. Elle referma le carnet et posa les doigts sur la toile, comme on pose la main sur un front. Sur la place, le tilleul remuait à peine. Des groupes se formaient tôt, ces temps-ci. On racontait qu'une petite fée passait la nuit, lanterne au poing, pour ramasser ce que les humains laissaient tomber de leur cœur. La moitié du village prenait l'histoire pour une douceur d'hiver, l'autre moitié s'y accrochait comme à une poignée dans l'obscurité. Iris, elle, ne riait pas. Une fée qui recueille les souvenirs perdus, ce n'était peut-être qu'une image. Mais de quoi d'autre disposait-on pour parler de ce qui disparaissait sans bruit? Elle continua d'observer. L'oubli n'avait pas la même manière pour tous. Chez la boulangère, il effaçait la recette du pain au goût de dimanche. Chez l'instituteur, il grignotait les dates mais laissait les histoires. Chez le forgeron, il s'attaquait aux prénoms de ses propres enfants, il les appelait « mon grand »,« ma belle », et leurs yeux se plissaient d'une tristesse rapide. Certains vieux semblaient soulagés comme si le brouillard adoucissait des souvenirs trop durs, mais chez les autres, c'était une morsure lente. On posait les objets dans des endroits absurdes. On perdait le fil d'une phrase. On s'excusait trop souvent. Le jeudi, à l'aube, Iris traversa la place avant d'ouvrir la boutique. La brume venait de la rivière et s'accrochait au pavé. Elle tourna vers le vieux pont, un ouvrage de pierre usée qui enjambait l'eau comme une question mal posée. C'est là qu'elle le vit pour la première fois, un fil très fin, suspendu au-dessus du courant. On aurait dit une toile d'araignée prise dans la lumière, mais il n'y avait pas de soleil. Le fil vibrait, comme tenu à distance par des mains invisibles. Elle n'osa pas s'approcher davantage. Elle resta en retrait, à écouter. On dit qu'il y a des silences peuplés. Celui-ci bruissait d'un bourdonnement très doux, un son qu'on entend plus dans la poitrine que dans l'oreille.
Iris eut le réflexe de chercher un carnet dans sa poche, puis rit d'elle-même. Qu'aurait-elle noté? Un fil? Une musique sans notes? À midi, un vieil homme entra dans la boutique avec un album de famille. Sur une page, les silhouettes étaient là, nettes, leurs vêtements, leur posture, sur les visages, de grandes taches blanches. Ça s'étend, murmura-t-il, honteux comme si la faute venait de lui. Iris prit l'album avec douceur. Elle promit de restaurer ce qu'elle pouvait. Elle savait déjà que les têtes ne reviennent pas avec de la colle et de la gaze. Le soir, elle retourna au pont. La brume s'était épaissie. Le fil, lui, semblait plus clair, comme si la nuit l'aidait à se montrer. Iris s'accouda à la pierre froide. Elle pensa à la petite fille sans visage. Si la fée existait, peut-être savait-elle où l'image se cachait. Peut-être ramassait-elle les traits perdus dans sa lanterne, en attendant qu'on vienne les réclamer. Le 3e jour, les choses basculèrent. Iris ferma boutique plus tôt. Elle traversa la place sans saluer. Au pont, la brume se soulevait en nappe. Et là, au bord, pas dans l'eau, pas dans l'air, mais dans la jointure des deux, une petite lueur avançait. Haute comme une main, tremblante comme une bougie prise dans le vent. La lueur s'arrêta à hauteur des yeux d'Iris. Ce n'était pas un insecte ni une flamme. C'était une lanterne, minuscule, tenue par une silhouette plus petite encore, un être aux ailes de feuilles, aux cheveux de fil, au visage aussi précis qu'un trait d'encre. La fée posa la lanterne sur la rambarde, comme on pose un panier de marché. À l'intérieur, sous le verre, il y avait des éclats qui n'étaient ni de la lumière ni du verre. Des éclats de voix, sans doute, des bouts de rire, peut-être, des morceaux d'images, des syllabes orphelines, des regards, des gestes, un prénom à moitié, des larmes déjà sèches. La lanterne brillait d'une clarté douce, faite de tout cela. « Tu viens, dit la fée, d'une voix qui n'avait pas besoin de bouche. Voilà des jours que tu te tiens près du pont. » Iris chercha une réponse dans sa gorge. Elle trouva seulement un souffle. « On dit que tu voles nos souvenirs, murmura-t-elle enfin. La fée inclina la tête, sans colère. « Je les ramasse, dit-elle. Ce que vous lâchez, ce que la brume tire, ce que quelqu'un aspire plus loin, là-bas. Je ne prends rien. Je garde. Jusqu'à ce que vous réclamiez. » Iris déglutit. Le village avait besoin d'une phrase claire, d'une explication solide. Elle avait besoin d'une image, ce visage d'enfant au bord d'un été. Elle posa les mains sur la pierre du pont pour se tenir au monde. « Qui les aspire ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui nous vide ?» La fée leva sa lanterne. Dans le verre, une ombre passa, très vite, comme l'aiguille d'une horloge qu'on aurait vue se déplacer d'un cran. « L'horloger, dit-elle. Il se nourrit de ce qui n'est plus raconté. » La brume monta, attentive. Iris sentit, avec une certitude simple, que la suite de sa vie basculait ici, dans ce froid doux, à côté d'une fée haute comme une main. « Si je viens avec toi, dit-elle, retrouvera-t-on ce que nous avons perdu ?» La fée lisse, car elle avait un nom, Iris le sut sans qu'on le lui dise, posa une minuscule paume contre le poignet d'Iris. Le contact fut tiède et réel. « Si tu viens, répondit Lys, tu retrouveras ce que tu accepteras de regarder. Le reste, nous l'arracherons à l'horloger. » Au loin, l'horloge de la mairie sonna 6 coups. Chaque vibration sembla entamer l'air un peu plus. Iris hocha la tête. Elle ne savait pas comment on sut une fée. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait plus rester immobile à relier des livres pendant que les pages du monde se vidaient. La lanterne vacilla comme un cœur. Lys fit un signe minuscule. « Viens. La nuit est à nous. Et le marché ouvre quand les brumes se lèvent. » Iris suivit Lys sans savoir si elle marchait vraiment ou si elle glissait à travers la brume. La fée avançait, lanterne levée, et chaque pas éclairait à peine plus loin que la paume d'une main. Pourtant, Iris avait la sensation que le monde s'ouvrait sous ses pieds. Le vieux pont, qu'elle avait traversé 1000 fois, semblait s'allonger à mesure qu'elle progressait, ses pierres usées disparaissant dans un horizon mouvant. Le silence n'était pas vide, il vibrait.
Iris entendait comme un souffle profond, une pulsation lente, régulière, semblable au battement d'un cœur ou au mécanisme d'une horloge lointaine. Elle voulut poser une question, mais Lys l'arrêta d'un geste. La fée s'arrêta sur une dalle, leva ses ailes fines, et la brume se déchira un instant. Alors Iris vit. Suspendus au-dessus de l'eau, des dizaines de fils lumineux flottaient, tendus d'une rive à l'autre. Certains minces comme des cheveux, d'autres épais comme des cordes. Ils vibraient doucement, chacun émettant une note subtile. Ensemble, ils formaient une musique à peine audible, mais qui serra le cœur d'Iris. Elle comprit sans explication que chaque fil représentait un souvenir, une voix, un geste, une mémoire que quelqu'un avait laissé filer. Ce sont vos vies, dit Lys doucement. Ce que vous ne gardez pas, ce que vous laissez glisser. Les fils flottent ici, avant d'être happés. Happés par qui? Demanda Iris, même si elle craignait la réponse. La fée inclina la tête vers l'eau. Les reflets brillaient, puis une ombre immense passa en dessous. Iris recula d'un pas. On aurait dit une grande roue dentée, tournant lentement, aspirant les filaments lumineux vers ses engrenages. À chaque rotation, un fil disparaissait. La musique se brisait d'une note. L'horloger de l'oubli, murmura Lys. Il se cache dans le fond des marais. Chaque fois que l'un de vous cesse de raconter, cesse de se souvenir, il attrape le fil et l'ajoute à son horloge. Plus il en possède, plus vous vous videz. Iris sentit une colère brûler en elle. Et toi? Que fais-tu avec ta lanterne? Lys leva son petit récipient de verre. À l'intérieur, les fragments brillaient comme des étincelles prises dans une danse immobile. Je sauve ce que je peux, avant que l'horloger ne l'avale. Mais je ne peux rien rendre seul. Je garde. Je protège. Jusqu'à ce que quelqu'un ose venir les réclamer. Iris serra les poings. Je veux retrouver ce que j'ai perdu. Pas seulement pour moi, mais pour tous. La fée la fixa, ses yeux minuscules mais d'une intensité troublante. Alors il faudra descendre plus loin. Traverser le marché où s'échangent les souvenirs. Et surtout, il faudra accepter d'affronter les chambres fermées de ta propre mémoire. Si tu refuses, les fils se rompront et l'horloger gagnera. La perspective effraya Iris. Mais l'image de la petite fille sans visage revint. Elle sentit sa gorge se nouer. « Je veux voir son sourire, dit-elle. Même si ça me brise. » Lys acquiesça. « Alors prépare-toi. Le marché s'ouvre seulement à ceux qui ont une faille. Et toi, tu viens avec la tienne grande ouverte. » La brume se souleva, dévoilant l'autre rive. Des lanternes vacillantes apparaissaient dans l'air, accrochées à des arches invisibles. Iris sentit son pas se hâter, comme si quelque chose l'appelait. En traversant le dernier PAN de pont, elle perçut nettement le bruit de l'horloge qui battait sous l'eau. Chaque tic-tac résonnait comme une menace. Mais pour la première fois, Iris ne détourna pas les yeux. Elle comprit que cette pulsation gouvernait la peur de tout le village. Et elle sut que si elle continuait à se taire, elle perdrait à jamais ce qu'elle cherchait. Lys vola devant, la lanterne levée. Sa voix résonna comme une incantation. Voici la porte. Derrière elle commence le marché des souvenirs. Là, tu comprendras ce qu'il en coûte de tenir ou de lâcher la mémoire. Iris inspira profondément. Sa gorge tremblait, mais sa décision était claire. Elle franchit le seuil invisible tracé dans la brume. Le pont disparut derrière elle. Devant, un autre monde l'attendait. Le brouillard se dissipa d'un coup, comme si Iris avait traversé une toile invisible. Devant elle s'étendait une vaste esplanade illuminée par des lanternes suspendues dans le vide. Elle n'était pas accrochée à des poteaux ni à des fils, mais flottait d'elle-même, chacune contenant un éclat vibrant, un rire d'enfant, une couleur, une chanson, parfois un visage. « Bienvenue au marché », dit Lys en se posant sur son épaule. Ici, les souvenirs se marchandent. Des silhouettes se pressaient entre les étals. Certaines étaient humaines, d'autres, plus étranges, des êtres faits de brume, d'autres aux yeux brillants comme des perles. Tous tendaient des mains avides vers les lanternes. Iris observa un marchand en train de troquer une petite fiole de verre contre un éclat lumineux. La fiole contenait une larme figée.
L'acheteur avala le souvenir comme une gorgée d'eau, et ses traits changèrent. Il parut plus léger, mais aussi plus vide. Ils échangent leur peine contre le vide, explique Alice. Certains abandonnent un chagrin, mais avec lui s'en vont aussi la tendresse, la profondeur, la mémoire qui donnait sang. À l'étal suivant, une femme au voile sombre proposait d'ôter des souvenirs douloureux en échange d'une promesse. Iris s'approcha et lut sur l'écriteau « J'efface la perte ». Contre un rire, contre un prénom, contre un rêve. Un homme s'avança, posa sur la table le souvenir de son frère défunt. La femme prit le fil, le coupa d'un geste. L'homme sourit de soulagement, mais son regard devint creux. Iris détourna les yeux, le cœur serré. « Pourquoi les laisses-tu faire » demanda-t-elle Alice. « Parce que c'est leur choix, » répondit la fée. « Mais toi, tu es ici pour chercher, pas pour vendre. » Elle guida Iris vers un recoin du marché. Là, un vieillard assis derrière une table proposait des morceaux de fil colorés. Chacun vibrait d'une note claire. En s'approchant, Iris sentit son cœur battre plus fort. L'un de ses fils chantait doucement une mélodie qu'elle connaissait. C'était une comptine d'été, celle qu'elle fredonnait avec sa sœur lorsqu'elle ramassait des fleurs au bord du lac. Iris tendit la main. Le vieillard l'arrêta. « Rien n'est gratuit ici, dit-il. Si tu veux ce fil, il faudra donner autre chose en retour. »« Mais je n'ai rien, » murmura Iris. Le vieillard sourit, triste. « Tu as toi-même ce que tu choisis de laisser partir. » Iris baissa les yeux. « Donner un souvenir ? Lequel ? Un instant heureux, une douleur ? » Elle hésita. Puis elle se rappela une scène qui la hantait depuis longtemps, une dispute avec sa mère, pleine de mots durs, qui revenait toujours la tourmenter. Elle posa ce souvenir sur la table. Le vieillard prit un couteau de verre et coupa doucement le fil. Iris sentit un pincement dans sa poitrine, comme si une pierre s'était détachée. Le souvenir s'éteignit doucement. Elle savait qu'elle ne reverrait plus jamais ce moment. Mais en échange, il lui remit le fil chantant. Iris le prit avec des mains tremblantes. Dès qu'elle le toucha, une chaleur l'envahit. Elle revit un instant le visage flou de sa sœur, encore imprécis, mais le rire, lui, résonna clair, comme une flamme rallumée. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Ce n'est qu'un fragment, » dit Lise doucement. « Mais c'est le premier pas. » Iris hocha la tête. Elle serra le fil contre sa poitrine. Oui, ce n'était qu'un morceau, mais il battait comme un cœur. Alors, autour d'elle, le marché sembla se troubler. Les silhouettes devinrent plus pressantes, les voix plus fortes. Des cris s'élevèrent « Donne-moi ta douleur, échange ta peur, oublie et sois libre. » Les vendeurs l'appelaient, tentaient de lui arracher le fil. « Il faut partir, » dit Lise d'un ton urgent. « Tu as trouvé ce que tu pouvais ici. Le reste t'attend ailleurs. » Iris suivit la fée, bousculée par la foule. Elle sentait les regards avides se poser sur elle, attirée par le fil lumineux qu'elle serrait. Elle traversa la brume comme on traverse un voile en feu. Quand elle rouvrit les yeux, le marché avait disparu. Devant elle s'étendait une vaste plaine de pierres dressées, comme un champ de portes closes. « Voici le labyrinthe des chambres fermées, » dit Lys. « C'est là que tu trouveras la clé entière. Mais chaque porte cache une vérité que tu redoutes. » Iris inspira profondément. Elle savait qu'elle n'avait plus le droit de reculer. Devant Iris, la plaine s'étendait à perte de vue. Des pierres dressées formaient un dédale étrange, comme des portes massives plantées dans la terre. Aucune n'avait de poignée. Toutes vibraient d'un souffle étouffé, comme si derrière chacune battait un cœur enfermé. « Voici ton labyrinthe, » dit Lys d'une voix grave. « Chaque porte cache une chambre de ta mémoire. Celle que tu as fermée, celle que tu refuses de revoir. Pour trouver la clé, il te faudra les traverser. » Iris sentit un frisson lui courir le long de la nuque. Elle serrait toujours le fil chantant de sa sœur contre sa poitrine. Mais il vibrait maintenant avec inquiétude, comme s'il savait que le chemin ne ferait pas de cadeau. La première porte s'ouvrit d'elle-même à son approche. Iris entra. Un souffle glacé l'accueillit. Elle se retrouva dans une salle obscure où résonnait la voix de son père. Il criait son nom,
avec la colère sèche d'un soir où elle avait désobéi. Elle revécut la scène, elle, petite, refusant d'aller se coucher, défiant son autorité. Le souvenir lui revint avec une netteté qui lui fit mal. Elle sentit la honte d'alors, le poids des reproches, la peur d'avoir brisé quelque chose. « Cette chambre n'est pas là pour te punir », dit Lys doucement. « Elle est là pour que tu oses regarder. » Iris inspira profondément. Elle s'approcha de la silhouette de son père, figée dans le souvenir. Elle posa la main sur son bras. « Je t'ai désobéi, dit-elle. Mais c'était mon enfance qui voulait courir un peu plus loin. Ce n'était pas une trahison. » La voix s'éteignit. Le froid se dissipa. La porte derrière elle s'ouvrit sur la suite du labyrinthe. Dans la deuxième chambre, l'air était plus lourd. Elle reconnut sa mère, assise près de la table, pleurant en silence. Iris se rappela immédiatement, le jour où elle avait crié des mots trop durs, blessants, qu'elle regrettait encore. La honte l'envahit de nouveau, brûlante. Elle s'agenouilla auprès de la silhouette et murmura. « Pardon. Mais je choisis de ne plus me définir par cette dispute. Je garde aussi nos rires, nos chants, nos repas partagés. » La pièce s'éclaira doucement. La silhouette se fondit dans la lumière. Iris avança. Chaque chambre était une blessure, un regret, une peur. Dans l'une, elle revécut le moment où elle avait manqué de courage pour déclarer son amour. Dans une autre, l'accident au lac, la panique, le cri de sa sœur qui disparaissait sous l'eau. Là, son souffle se coupa. C'était la porte la plus lourde. Elle entra malgré tout. Le souvenir était brutal. Le ciel de fin d'été, l'eau sombre, la panique, ses jambes qui n'avaient pas couru assez vite, ses bras qui n'avaient pas été assez forts. Elle revit le visage de sa sœur, flou, mais cette fois plus net qu'avant. Le sourire, l'éclat des yeux et la peur. Iris se mit à trembler, écrasée par une culpabilité immense. « C'est ma faute », sanglota-t-elle. « Si j'avais plongé plus tôt, si j'avais crié plus fort. » Lys apparut à ses côtés, la lanterne levée. « Non, dit-elle doucement. Ce n'est pas la faute. C'est la mémoire. Tu portes le poids de croire que tu aurais pu changer le cours de l'eau. Mais ta sœur t'a laissé autre chose, un éclat de rire, un fil de lumière. » Alors Iris revit autre chose. Le matin même de l'accident, elle courait dans les prés, tenant leurs mains serrées. Sa sœur riait, libre, vivante. Ce rire était resté. Elle l'avait enfoui, mais il existait encore. Les larmes d'Iris changèrent. Elle ne brûlait plus, elle coulait comme une rivière claire. Elle posa la main sur la silhouette de sa sœur. Celle-ci lui sourit une dernière fois, puis se dissipa. Au sol, une clé de verre apparut, translucide, vibrante de lumière. Iris la ramassa avec des mains tremblantes. « Voilà, dit Lys. Tu as trouvé la clé. Pas pour effacer la douleur, mais pour l'accepter et voir aussi ce qui reste de beau. » Iris serra la clé contre elle. Elle sentait que quelque chose s'était ouvert en elle, une chambre qu'elle n'avait plus besoin de verrouiller. La dernière porte s'ouvrit. Au-delà, une lumière battait, rythmée comme un engrenage. « L'horloger t'attend, dit Lys. Avec ta clé et tes fils retrouvés, tu as une chance de lui résister. Mais il faudra oser regarder son mécanisme en face. » Iris inspira profondément. Elle savait que le moment était venu d'affronter celui qui dévorait les souvenirs de tout un village. La dernière porte du labyrinthe s'ouvrit dans un souffle métallique. Derrière, l'air vibrait d'un martèlement régulier, tic-tac, comme le battement d'un cœur mécanique. Iris franchit le seuil, la clé de verre serrée contre sa poitrine. L'espace qui s'étendait devant elle n'avait rien d'une chambre. C'était un vaste atelier, sombre et immense, où s'empilaient des horloges de toute taille. Certaines suspendues au plafond, d'autres posées sur des établis, d'autres encore incrustées dans les murs. Toutes tournaient à vide, pas d'aiguilles, pas de chiffres, seulement des cadrans transparents où tournoyaient des filaments de lumière. Chaque filament était un souvenir happé, prisonnier derrière le verre. Au centre de l'atelier se dressait une horloge monumentale, dont le balancier frappait comme une enclume. Devant elle, une silhouette travaillait, haute, vêtue d'un manteau de rouage,
le visage caché sous un masque d'acier poli. Ses doigts fins manipulaient les engrenages comme un artisan minutieux. Chaque fois qu'un fil lumineux tombait du plafond, il l'attrapait et l'insérait dans une horloge vide, où le fil disparaissait aussitôt. L'horloger, murmura Lys sur l'épaule d'Iris. Celui qui transforme vos silences en oubli. Iris sentit son cœur se serrer. Elle s'avança malgré la peur. Rendez-les, dit-elle d'une voix tremblante. Ce ne sont pas vos fils, ce sont nos vies. L'horloger leva la tête. Son masque reflétait la lumière de 1000 éclats, sans qu'on puisse lire d'expression. Sa voix, quand elle résonna, était métallique, profonde. Vos vies ne vous appartiennent que tant que vous les racontez. Quand vous cessez, elles tombent. Je ne fais que recueillir ce que vous abandonnez. Vous les dévorez, répliqua Iris, le poing serré. Vous nous videz ? Le masque s'inclina légèrement, comme si un sourire ironique se cachait dessous. Vous craignez l'oubli, mais vous m'appelez vous-même. Chaque silence, chaque regret que vous refusez d'affronter, chaque mémoire que vous laissez jaunir, je viens la prendre. Je suis la somme de vos lâchetés. Ces mots frappèrent Iris comme des coups. Oui, elle avait voulu oublier. La dispute avec sa mère, la honte devant son père, et surtout l'accident du lac. Chaque fuite avait nourri ce monstre. Mais elle n'était plus la même. Elle serrait dans ses mains la clé de verre, fruit de ses larmes et de son courage. Elle avait accepté de regarder. Alors aujourd'hui, dit-elle, je ne fuis plus. Elle leva la clé. Un éclat de lumière se propagea dans l'atelier. Les horloges vibrèrent. Certains filaments frémirent, comme prêts à se détacher. L'horloger tendit un bras mécanique. Ses doigts de fer claquèrent, et soudain, les engrenages autour d'Iris se mirent à tourner plus vite. Les fils lumineux se tordirent, aspirés vers la grande horloge centrale. Le balancier s'accéléra, chaque tic-tac cognant dans sa poitrine. « Tu n'as pas la force », gronda l'horloger. Un fil ne pèse rien face à la machine. Lys s'éleva dans l'air, sa lanterne levée. Pas un fil, mais un tissage. Iris, rappelle-toi ce que tu portes. Iris ferma les yeux. Dans son cœur, elle sentit vibrer les fragments qu'elle avait retrouvés. La coquille brisée, la toupie, la boucle d'oreille, le fil chantant de sa sœur. Tous formaient une toile discrète, mais réelle. Elle les appela, les rassembla, et soudain, un réseau de lumière s'étendit entre ses mains. Un fil sortit de son cœur, puis un autre, puis un troisième. Chacun vibrait d'une voix différente, la tendresse de son enfance, la peine pardonnée de sa mère, le rire retrouvé de sa sœur. Iris les noua ensemble avec la clé de verre. Alors le tissage se mit à chanter. La lumière emplit l'atelier. Les horloges tremblèrent. Les fils prisonniers se mirent à vibrer eux aussi, comme appelés à revenir. L'horloger hurla, un son grinçant de métal brisé. Ses engrenages se bloquèrent, son masque se fissura. « Vous n'avez pas le droit. Ce qui est perdu doit le rester. » « Non, » dit Iris avec une force qu'elle ne se connaissait pas. « Ce qui est vécu reste, tant qu'on le relie. » Elle lança son tissage vers la grande horloge. La clé de verre s'y inséra comme dans une serrure invisible. Un craquement retentit. Le balancier s'arrêta. Les cadrans éclatèrent un à un, libérant des milliers de fils lumineux qui s'envolèrent comme des étoiles. L'atelier s'illumina. L'horloger tomba à genoux. Son masque se fendit en deux et chuta au sol, révélant un visage sans traits, une ombre creuse. Lentement, il se désagrégea dans la lumière, emporté comme une poussière de rouille. Le silence retomba. Mais ce n'était plus un silence de peur. C'était un silence plein, vibrant, comme après un orage. Lys se posa sur la main d'Iris. « Tu as brisé la mécanique. Mais le plus important reste à faire. »« Quoi encore ?» souffla Iris, épuisée. « Les fils ne resteront pas libres s'ils ne sont pas partagés. Le village doit se souvenir ensemble. C'est la seule façon de ne plus jamais nourrir l'horloger. » Iris hocha la tête. Elle comprenait. La mémoire ne devait pas être une possession solitaire, mais un récit offert. Devant elle, la lumière ouvrit un passage. On devinait au loin la silhouette du vieux tilleul et les toits du village.
Les fils retrouvés flottaient autour d'elle comme une constellation. Rentrons, dit Lys. La dernière étape t'attend, la veillée des lanternes. Quand Iris franchit le seuil de lumière, le sol de pierre disparut sous ses pas. Elle se retrouva sur la place du village, juste sous le vieux tilleul. Le soir tombait, mais quelque chose brillait dans l'air. Les fils qu'elle avait libérés dans l'atelier de l'horloger flottaient encore, comme des étincelles hésitant entre le ciel et la terre. Les habitants sortirent de leur maison, attirés par la clarté. Hommes, femmes, enfants levaient les yeux, émerveillés. Ils murmuraient, se reconnaissant dans les éclats lumineux. Là un rire qu'ils avaient oublié, ici une chanson, là-bas un prénom chéri qui revenait comme une caresse. Certains se mirent à pleurer doucement, d'autres à rire nerveusement, comme si une lourdeur venait enfin de se lever. Lys se posa sur l'épaule d'Iris. « Les fils sont libres, dit-elle. Mais s'ils restent éparpillés, ils se perdront à nouveau. Aidez-les à se rassembler. » Iris inspira profondément. Elle s'avança sous le tilleul et leva la clé de verre qu'elle portait encore. Sa voix résonna, forte et claire. Nous avons trop longtemps laissé nos souvenirs s'éteindre. Ce soir, chacun de nous doit rallumer une lumière. Prenez une lanterne et déposez ce que vous portez de plus précieux. Ainsi, rien ne pourra plus nous être volé. Les villageois se regardèrent d'abord, hésitants. Puis une vieille femme s'avança, tenant une petite lanterne d'argile. Elle souffla dessus, et à l'intérieur, une image apparut, son mariage d'autrefois, avec les visages de ceux qui n'étaient plus là. D'autres suivirent. Un enfant déposa le souvenir de sa première chanson. Le forgeron y plaça la voix de son père. La boulangère y enferma le parfum du pain du dimanche. Peu à peu, la place se remplit de lanternes, toutes vibrantes de mémoire. Elles formaient une constellation terrestre, comme si les étoiles elles-mêmes étaient descendues. Iris, elle, tenait son fil chantant contre sa poitrine. Les larmes aux yeux, elle l'inséra dans une lanterne de verre clair comme l'eau. Alors, devant tous, apparut enfin le visage de sa sœur. Pas seulement son rire, mais ses yeux, sa bouche, son éclat de vie. L'image resta, douce et entière. Iris sentit la douleur encore là, mais apaisée, comme un poids qu'on accepte de porter parce qu'il est aussi un trésor. Le silence qui suivit était plein d'émotion. Puis un chant s'éleva, d'abord timide, puis porté par plusieurs voix. C'était une ancienne comptine du village, oubliée depuis longtemps, revenue grâce aux fils libérés. Tous se joignirent. La place vibrait d'une mémoire retrouvée, vivante. Lys se tenait au-dessus, sa lanterne à la main. Ses ailes brillaient d'une clarté douce. Elle regardait les humains chanter, leurs visages éclairés par les lanternes. Un sourire passa sur ses traits délicats. « Mon rôle est accompli, dit-elle à Iris. Vous savez désormais garder vos fils ensemble. » Iris la fixa, bouleversée. « Ne pars pas ? Je n'ai jamais été là que pour vous rappeler ce que vous saviez déjà, répondit Lys doucement. Tant que vous partagerez vos souvenirs, je vivrai dans vos voix, dans vos gestes, dans vos récits. Son corps se fit plus translucide, comme dissous dans la lumière des lanternes. Une dernière fois, elle posa une main minuscule sur le front d'Iris. Ta sœur ne t'a jamais quittée. Tant que tu raconteras son rire, elle vivra. Puis elle disparut, se mêlant aux lucioles qui s'étaient levées du marais. Iris resta debout, la clé de verre dans la main, entourée des chants et des lueurs. Elle comprit qu'elle n'était plus seulement relieuse de livres, elle était devenue relieuse de mémoire. Celle qui rappelle aux autres que ce qu'on croit perdu peut être retissé, si on ose l'offrir. Ce soir-là, on nomma cette fête la veillée des lanternes. Chaque année depuis, les habitants se rassemblent sous le tilleul. Chacun apporte une lanterne et y dépose un souvenir, pour que nul ne soit jamais oublié. Le marché de l'oubli se vida, l'horloger ne reparut plus. Et quand un enfant, levant les yeux, demande pourquoi ces lanternes brillent si fort, les anciens répondent avec un sourire. Parce que la fée des souvenirs perdus veille encore, dans nos cœurs.